Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, ce matin, on va parler de l'usine comme lieu d'embauche et de formation. Alors, c'est intéressant parce que quand on interroge les Français sur ce qu'ils attendent de l'entreprise en matière d'impact dans la société, parmi les grands sujets qui remontent très fort, en premier, il y a la préparation au métier de demain. Comment est-ce que l'entreprise prépare ses salariés au métier de demain? Et la troisième priorité que citent les Français quand on les interroge sur cette question, c'est l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Comment est-ce que les entreprises aident les jeunes à trouver leur place dans le marché du travail? Et donc là, on va se poser la question sur est-ce que l'usine est capable de répondre à ces deux attentes fortes des Français à l'égard de l'entreprise. Donc l'entreprise comme lieu d'embauche et puis l'entreprise comme lieu de formation. Alors je ne sais pas quelles sont les images que vous avez sur le monde de l'industrie, mais c'est vrai que beaucoup de Français, quand on leur parle d'industrie, hélas, ils pensent surtout désindustrialisation, fermeture d'usines, et ils ne perçoivent pas forcément que l'usine peut être un lieu d'embauche. Donc on va voir si c'est le cas ou pas. Et puis, un autre cliché qui existe sur le monde de l'industrie, c'est cette image d'un ouvrier posté toute sa carrière sur une chaîne de façon un peu statique et répétitive, sans forcément d'évolution. Donc on va aussi voir, est-ce que l'usine peut être un lieu de formation, de développement des compétences tout au long de la vie pour les salariés. Donc pour répondre à ces deux grandes questions, déjà vous allez m'aider parce qu'à un moment on aura un temps d'échange, donc vous aurez le micro pour poser les questions aux intervenants. Et puis on a sur cette belle scène Françoise Diard, qui est chef du service emploi et responsable de l'Observatoire paritaire de la métallurgie. On la laissera nous expliquer un peu ce que c'est. Monsieur Carteron, qui est responsable d'un site de Schlumberger à Clamart et qui est aussi très engagé dans la fondation C'est Génial, qui s'occupe notamment de faire mieux connaître les métiers de la science et de la technique aux jeunes. Si je ne dis pas de bêtises, il me corrigera éventuellement. Voilà. Ensuite, nous avons monsieur Olivier Brière, qui est directeur général d'une PME industrielle de 35 salariés qui s'appelle les Ponts Broquet. Il nous racontera aussi un peu ce qu'ils font, qui a notamment comme particularité d'avoir une grande activité à l'export, une grande partie de sa production qui est vendue à l'international. Et puis, monsieur Danel, qui est directeur régional Pôle emploi pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et donc, qui va nous aider aussi à mieux comprendre comment est-ce que l'entreprise, l'usine peut être un lieu d'embauche. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, je vais le faire très rapidement. Je m'appelle Marc Vanesson, je suis délégué général de Vers le Haut. Vers le Haut, c'est un think tank spécialisé sur les questions d'éducation et de jeunesse. Et souvent, on travaille sur les questions scolaires, sur le rôle de l'école, etc. Et puis, dans nos travaux, on s'est rendu compte qu'en fait, l'entreprise était un acteur éducatif très important, qu'elle avait un rôle largement sous-estimé de la part du monde de l'éducation, mais aussi du monde de l'entreprise, dans l'éducation, la formation, celle des jeunes, mais aussi tout au long de la vie. Et l'entreprise et les usines font beaucoup dans le domaine, mais souvent c'est des initiatives un peu isolées qui sont portées par tel chef d'entreprise qui est convaincu que c'est important de s'engager dans ce sujet, par tel directeur de site. Et en fait, quand on regarde les attentes des Français, quand on regarde ce que peut faire l'entreprise dans le champ éducatif, on voit que l'entreprise a une vraie responsabilité éducative. C'est le titre du rapport qu'on avait présenté sur ce sujet, le manifeste pour la responsabilité éducative des entreprises. On voit que il y a quelques années, on ne parlait pas du tout d'environnement dans les stratégies d'entreprise. Et puis maintenant, les entreprises ont commencé à intégrer les objectifs de développement durable en matière d'environnement et c'est intégré dans leur stratégie. On parle de leur responsabilité environnementale. Et nous, on a envie de leur dire, c'est bien de se soucier de la planète qu'on va laisser à nos enfants, mais il faut aussi se soucier des enfants qu'on va laisser à notre planète. Et donc, vous avez aussi une responsabilité éducative. Et comment est-ce qu'on arrive à sortir d'une mauvaise répartition des rôles qui s'est un peu effectuée en France, où vous avez d'un côté le système d'éducation et de formation, et puis de l'autre côté, le monde de l'entreprise. Et finalement, les entreprises, elles se concentrent sur leur cœur de métier, la production, la commercialisation, et elles ont fort à faire. Et puis, on leur fait payer des taxes d'apprentissage, etc. Et en contrepartie, on demande au système de formation de fournir clé en main des salariés, des jeunes prêts à emploi. Et en fait, ça ne marche pas. On voit un fort taux de chômage des jeunes et puis des besoins d'entreprise. On va en parler. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce grand écart qui peut se réduire à travers un chiffre?
on a interrogé des chefs d'entreprise pour leur demander est-ce que vous pensez que le système éducatif français il est adapté aux réalités du monde du travail? Et il n'y en a que 1 sur 5 qui nous répond oui. Et inversement, quand on interroge des jeunes, on l'a fait aussi dans un baromètre qui s'appelle le baromètre jeunesse et confiance, vous avez une minorité de jeunes, 30%, moins de 30% qui nous disent que le monde de l'entreprise leur fait suffisamment confiance. Donc là, on va voir toutes les initiatives qui existent déjà pour résoudre ce grand écart et comment est-ce qu'on comble le gap. Alors, je vais d'abord me tourner vers monsieur Frédéric Danel qui connaît très bien le marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement l'usine est un lieu d'embauche? Est-ce qu'on embauche dans l'industrie ou est-ce que les usines ferment, c'est la désindustrialisation, etc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'industrie embauche. Embauche, je dirais, en masse, comme tous les secteurs d'ailleurs depuis maintenant 1 an. On le constate, nous sommes sortis de la crise, même si ça peut sembler modéré, peut-être un peu faible. On a vécu une période de 10 ans de crise, une période difficile, notamment pour l'industrie. Et depuis 1 an, tous les chiffres l'attestent, les études. Nous réalisons à Pôle emploi une étude annuelle donc en fin d'année. Et fin d'année donc dernière, fin 2017, les entreprises prévoyaient dans le secteur de l'industrie plus de 200 000 recrutements sur l'année 2018. L'évolution était vraiment très significative par rapport aux années précédentes. Près de 30%, on est à 28% d'évolution du nombre d'intentions de recrutement. Et ce que je voudrais d'ailleurs souligner, c'est que non seulement cette évolution était forte, mais dans le secteur de l'industrie, et je pense qu'on y reviendra lors de cette table ronde, on recrute en CDI. C'est en moyenne plus de 60% des contrats qui sont proposés, des contrats CDI, alors que tout secteur confondu, on est à 40%. Donc c'est un secteur qui recrute en CDI, qui recrute beaucoup, plus que les autres, parce que tous les secteurs, oui, recrutent davantage, mais moins que l'industrie. On n'est pas sur le même niveau d'évolution. On est à 17-18% d'évolution en nombre de recrutements. Ensuite, pas si je peux parler des secteurs dans lesquels, parce que j'ai dit tous les secteurs recrutent, quand on regarde les secteurs qui recrutent le plus, évidemment la métallurgie, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, chimique, bon voilà, j'en passe, mais ça recrute vraiment de partout. Alors, du coup, on va se tourner vers le côté employeur. Est-ce que c'est facile de recruter dans vos secteurs? Alors, dans le secteur de la métallurgie, et puis après, dans vos différentes usines, dans vos entreprises, du coup, voilà, vous avez besoin de main-d'œuvre. Est-ce que c'est facile de recruter? Bonjour à tous. Alors, facile de recruter, non. Et pourtant, je confirme les chiffres. Dans le secteur de la métallurgie, les études que nous faisons au niveau de la prospective prouvent que nous avons 110 000 recrutements par an minimum. Et quand on regarde les chiffres, quand l'année est terminée, c'est beaucoup plus. Alors, certes, peut-être qu'on manque de visibilité, peut-être qu'on manque de clarification de qui on est, de comment on travaille, puisque la chose importante que je voudrais dire, c'est qu'une usine, certes, souvent c'est connoté, on parle souvent encore de Zola, de choses comme ça. Une usine, c'est un lieu de vie, c'est un lieu comme dans la société où les gens sont ensemble, dans un objectif commun et partagé la plupart du temps. Et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on est abîmé par des images parce que c'est la vie. Enfin, il y a des crises, il y a des phénomènes de crise. On a vécu depuis 2008 des crises profondes qui ont, je pense, marqué tout le monde. Or, c'est un lieu de vie, c'est un lieu dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel on peut progresser, dans lequel on peut partager au quotidien en plus. Et pas forcément avec effectivement les images qu'on peut avoir qui sont un petit peu dues à l'histoire. Et ce que je voudrais juste ajouter aussi, c'est qu'un emploi dans une de nos industries, par exemple, un emploi dans une de nos industries, c'est 2,5 fois sur le territoire. C'est-à-dire qu'en général, une entreprise qui a une centaine de personnes ou qui a 50 personnes, elle fait travailler autour d'elle des cafés, des restaurants, des transports. Elle fait travailler autour d'elle des lieux de vie aussi. Les villes, les entreprises sont partout sur tout le territoire. Alors, merci. Alors, l'usine lieu d'embauche, est-ce que c'est vrai chez les ponts Broquet, par exemple? Bonjour.
Bonjour. Oui, tout d'abord, il faut quand même réaliser qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est plus des cheminées qui fument. Zola nous a quittés il y a près de 100 ans et les temps modernes de Charlie Chaplin ne sont plus si modernes que ça. Donc effectivement, l'industrie est en train d'évoluer et l'industrie a vraiment besoin de main-d'œuvre. Je vais donner un exemple très pratique. Dans une société comme la nôtre, résolument tournée vers l'exportation, 75% du chiffre d'affaires, 65 pays, on a des contrats, on a des marchés et malheureusement, on ne peut pas les honorer. On ne peut pas les honorer parce qu'on ne peut pas produire, parce qu'on est en défaut de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, de manière très pratique et pragmatique, c'est 8% du chiffre d'affaires pour l'année qui ne vont pas pouvoir être honorés pour ces questions de main-d'œuvre. Donc effectivement, l'industrie est à la recherche de nouveaux talents. L'industrie, aujourd'hui, elle est 4.0. Alors on se dit 4.0, non, ça veut dire qu'elle est en pleine mutation et que cette mutation est excessivement rapide. Elle est aussi rapide que la technologie évolue vite. De ce fait-là, on a besoin de nouveaux talents, de nouveaux savoir-faire et donc de nouveaux collaborateurs sans cesse si on veut rester finalement dans le top du marché et si on veut continuer à livrer nos clients. Merci. Et alors, chez Schlumberger, est-ce que vous faites le même constat, Monsieur Carteron, et alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de recruter? Parce qu'on a quand même un taux de chômage important, notamment chez les jeunes. Bonjour à tous. Donc oui, je suis directeur d'une usine Schlumberger. On a à peu près 650 personnes où on développe des technologies et on produit ces technologies dans cette usine. Effectivement, le recrutement, c'est à la fois simple et compliqué suivant les profils qu'on veut recruter. Et ce qu'on a remarqué il y a nombre d'années, c'est que l'intérêt des jeunes pour les sciences n'allait pas dans le bon sens pour des sociétés comme les nôtres qui ont besoin de gens passionnés par les sciences et technologies. Donc nous nous sommes engagés dans la fondation C'est Génial. Nous avons aidé à fonder, justement pour rapprocher l'éducation nationale, les industriels, les jeunes, pour promouvoir les sciences auprès des jeunes. Et ça, c'est clé pour nous, pour que les jeunes puissent comprendre les métiers qui existent aujourd'hui. Parce que s'ils ne comprennent pas ce qu'on fait, c'est difficile de les attirer, c'est difficile de les emmener vers les formations existantes. On pourra débattre, est-ce que les formations existantes sont les bonnes formations? Certaines oui, certaines restent à développer, mais le principal, c'est l'intérêt des jeunes pour nos métiers. Et c'est là où on essaie d'intervenir auprès des élèves, auprès des professeurs, en échangeant avec l'industrie pour faire cette promotion. D'accord. Alors, vous avez parlé de cet écart qu'il y a parfois entre les besoins des entreprises et puis les formations. Alors, c'est vrai que sur le long terme, on peut faire évoluer les formations au sein de l'éducation nationale, etc. Mais comment est-ce qu'on peut agir dès maintenant? Et ça, je vais demander à M. Danel, pour un salarié qui n'a peut-être pas dans son CV un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, qui n'a pas exactement dans son CV les lignes que demande telle entreprise qui recrute. Comment est-ce qu'on peut rapprocher malgré tout cet écart? Écoutez, la réponse, c'est on va travailler sur ses compétences. Tous, que l'on ait un parcours professionnel ou pas, personnellement, on a tous développé des compétences. On n'en a pas forcément conscience. Et à Pôle emploi, depuis maintenant près d'un an, nous développons cette approche qui nous permet, très concrètement, au quotidien, avec les demandeurs d'emploi, de travailler avec eux. Les conseillers Pôle emploi travaillent sur l'identification des compétences. Et donc, ce n'est pas forcément simple, spontanément, de pouvoir parler de ces compétences. Encore une fois, on n'en a pas forcément conscience. Et nous travaillons avec les entreprises sur le même champ. Les entreprises ont eu aussi beaucoup l'habitude, au fil du temps, de recruter sur la base de CV, de diplômes et d'expérience. Aujourd'hui, l'entreprise qui cherche à recruter, et ça c'est le marché, hein, moi je parle de ce que je constate au quotidien et de ce qu'on constate tous, il y a une tension telle au niveau du marché du travail entre les entreprises qui recrutent en masse et le nombre de demandeurs d'emploi qui est certes encore important en France, mais dont une bonne partie sont au chômage de longue durée et n'ont pas les qualifications. Pour réussir à rapprocher la demande de l'offre, il faut qu'on élargisse le champ. Et élargir le champ, c'est sortir des méthodes classiques de recrutement
et aller sur les compétences. Donc très concrètement, eh bien, une fois qu'on a réussi à identifier les compétences du demandeur d'emploi par rapport à son projet, voire même c'est nous qui allons l'orienter, lui proposer notamment un emploi dans le secteur industriel, qui n'est pas encore aujourd'hui un secteur qui attire. Donc c'est là où on a tous à travailler au quotidien. Mais ce que je voulais également souligner, c'est qu'auprès des entreprises, on consacre beaucoup de temps. On a plus de 4000 conseillers qui sont dédiés à la relation entreprise, 4300 exactement, qui au quotidien sont sur le terrain avec les entreprises pour les aider à recruter. Alors 4300, est-ce que c'est suffisant ? C'est en tout cas déjà une force de frappe très très importante. Et auprès des entreprises qu'ils constatent, notamment des petites structures, et j'entends les difficultés, c'est que les petites structures, donc on ne parle pas des grands groupes, parce que l'industrie, on a tendance à imaginer immédiatement les grands groupes du CAC 40. La majeure partie des entreprises de l'industrie, entre 2 tiers et 90% sous votre contrôle, ce sont des petites structures. Et ces petites structures n'ont pas de service RH. Donc comment recruter ? Je n'ai pas de service RH et je n'ai pas le temps, j'ai un business, j'ai une activité. Et bien, Pôle emploi, avec d'autres acteurs, nous, ce qu'on propose et ce qu'on fait au quotidien, c'est cet accompagnement. Et on constate assez souvent que les entreprises n'ont pas anticipé la sortie de la crise, parce que ça a duré 10 ans, mais il n'y a personne qui était capable de dire ça va durer 10 ans, et il n'y a personne qui était capable de dire il y a 1 an, on va en sortir. Donc, premièrement, sujet d'anticipation. Mais on peut le comprendre et on peut l'expliquer. Et puis, deuxièmement, le travail sur les compétences n'est pas spontané, non plus chez l'entreprise. Je parlais de demandeur d'emploi, le chef d'entreprise ne va pas immédiatement, quand il vient vous dire je recrute quelqu'un, vous parler des compétences qu'il attend. Or, quand on creuse aujourd'hui ce sujet-là, on s'aperçoit que les entreprises, qu'elles attendent, et ça a évolué, c'est intéressant, c'est peut-être moins un CV parce qu'elles ont pris conscience qu'aujourd'hui on ne pouvait plus recruter comme ça et qu'on n'y arrivait pas, et de toute façon qu'on ne recruterait pas si on était là-dessus, mais c'est véritablement une compétence, et ils recherchent des compétences transverses. Et notamment dans l'industrie, je regardais avant cette table ronde très concrètement ce que demandent en moyenne, et dans leur grande majorité, les chefs d'entreprise du secteur industriel, c'est des compétences qui tournent autour de l'autonomie. On cherche des personnes autonomes, on cherche des personnes qui sauront s'adapter, qui sauront prendre des initiatives, des personnes qui auront le sens de la responsabilité. Les métiers évoluent dans l'industrie, ils évoluent tout le temps, comme dans les autres secteurs, mais ils évoluent très vite. Vous avez pas l'industrie 4.0. Il est important de former ses propres salariés quand on les a en entreprise, mais il est important aussi d'accompagner les demandeurs d'emploi vers ces métiers qui sont de plus en plus technologiques. Alors, je vous entendais parler tout à l'heure d'une méthode de recrutement que moi je ne connaissais pas. Peut-être Françoise Viard peut nous dire un mot pour des personnes qui veulent tester un métier, qui n'ont pas forcément exactement le CV requis. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette méthode de recrutement par simulation ? De quoi il s'agit ? Alors, c'est vrai que c'est un outil qui a été développé par Pôle emploi, qui s'appelait la NPE à l'époque. C'est un outil qui a une 20aine d'années, je crois. C'est quelque chose qui est anglo-saxon à l'origine, qui s'inspire tout simplement des méthodes d'assessment. Alors, si je dis ça, en fait, c'est reproduire une situation de travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que le travail ? Il faut déjà dire que dans une usine, en général, on conçoit, on fabrique, on commercialise, on invente, on vend des produits. Moi, j'ai coutume de dire, par exemple, pour la métallurgie, ça va du couteau de tiers, à la fusée Ariane. On fabrique des trains, on fabrique des voitures, on fabrique des avions, on fabrique des cocottes minutes, on fabrique, j'ai pas le droit de citer des marques, mais des tas d'éléments qui sont dans notre vie quotidienne. Pour ça, il faut effectivement concevoir le produit, il faut le fabriquer, et c'est vrai qu'une grosse majorité de nos pénuries de recrutement sont dans le secteur de la conception et de la fabrication. Alors la conception, moi j'invite, c'est un beau lieu ici, puisqu'on va pouvoir voir plein de lieux pour voir ce que sont ces métiers de conception et de fabrication. Quant à la fabrication, si je dois fabriquer un produit, je vais suivre, c'est un peu comme quand on cuisine. Je vais suivre une recette et selon ou pas que j'ai certains, vous savez, les petits robots là, qui cuisinent tout seuls maintenant, je ne vais pas citer la marque non plus, mais on peut avoir soit des casseroles, soit ces fameux robots. En tout cas, il y a un process qu'on suit, on achète ces produits, il y a une recette, on la déroule. Et ça s'apprend, cuisiner, ça prend.
Donc là, c'est pareil dans l'entreprise. On apprend à fabriquer ce pourquoi on est là. Et ça peut se simuler. C'est-à-dire que si je veux fabriquer des madeleines, je vais simuler comment faire ces madeleines. Et là, la méthode de recrutement par simulation, je la diminue, mais c'est un peu comme si je monte un mécano, je vais avoir un exercice grandeur réelle, comme un petit mécano, qui me montrera comment faire en situation réelle. Donc je me teste avant, je peux faire des erreurs, et surtout, le recruteur peut voir si j'ai la capacité ou pas. Peut-être que si je suis nulle en dextérité, ce n'est pas la peine que je fabrique quelque chose. Par contre, si je suis très bon en vision dans l'espace ou en vision 3D, peut-être que j'aurai de gros talents pour concevoir, au contraire. Donc c'est de la reproduction en situation. Allez-y, ouais. Oui, un petit complément par rapport à la méthode de recrutement par simulation qui a été voilà, présentée. C'est aujourd'hui en France 40 000 recrutements qui sont réalisés par cette méthode. C'est une méthode qui fonctionne à la fois pour recruter quand on est un grand groupe. On travaille Pôle emploi avec les plus grands noms et donc les grands groupes industriels. Je ne vais pas vous les citer, mais on les a tous en tête et puis ils sont présents ici. Mais on travaille beaucoup aussi avec les petites structures. C'est-à-dire que cette méthode qui, au départ, a plutôt été orientée grand groupe parce qu'il y avait des volumes importants de recrutement. Dans ma région, on a recruté avec cette méthode 1000 personnes en 3 mois. Pour un grand groupe, vous avez compris, Bourgogne-Franche-Comté, PSA. 1000 personnes en 3 mois. C'est ce que ça nous a permis de faire. Bon. Mais les petites entreprises ont des besoins qui portent assez souvent sur les mêmes habiletés, les mêmes compétences. On va regrouper ces besoins qui sont exprimés par plusieurs entreprises et on va donc organiser, mettre en place cet exercice. Et cet exercice, 20 ans effectivement d'expérience, on a un catalogue national au niveau Pôle emploi avec 300 exercices qui peuvent être donc mis en place assez rapidement par les équipes. Et on a la possibilité, et c'est ce qui se passe depuis 20 ans, d'en créer. Et chaque fois qu'on crée un exercice particulier pour une entreprise, eh bien, on en fait profiter tout le monde au niveau national. Merci. Alors, on va aussi parler de l'usine comme lieu de formation. C'est vrai que vous avez parlé de l'usine 4.0, de l'évolution permanente des métiers, des techniques, on parle de robotisation, d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces salariés, une fois qu'ils sont embauchés dans l'usine, pour qu'ils s'adaptent en permanence à ces transformations et que leurs compétences soient en permanence renouvelées? Peut-être dans une perspective... Ouais. Effectivement, l'industrie, en tout cas dans la partie mécanique, mais l'industrie en général est en pleine mutation. Aujourd'hui, on estime qu'à l'horizon de 5 ans, on ne connaît pas la moitié des métiers qui formeront l'industrie, tellement il y a d'évolution. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant pour les jeunes. L'industrie d'aujourd'hui, elle est en constante évolution. Ça veut dire que les métiers évoluent. Ça veut dire que les perspectives de carrière sont extraordinaires. On rentre avec un poste et dans 10 ans, on en aura testé 3 autres. On aura suivi les formations pour s'adapter à cette technologie qui évolue à une vitesse qu'on n'a jamais connue. On n'a jamais connu une évolution aussi rapide des moyens de fabrication, des moyens numériques. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes qui vont rentrer avec ces compétences nouvelles et puis ensuite, à l'entreprise, de continuer à les former. Pourquoi? Parce que ça évolue tellement vite qu'on ne peut pas attendre ni de Pôle emploi, ni finalement de l'Éducation nationale qu'elle puisse faire des programmes à la vitesse de l'évolution de ces nouvelles technologies. Donc on a un rôle dans l'entreprise, c'est de maintenir à niveau nos collaborateurs. Néanmoins, c'est vrai que parfois on anticipe mal la fin de crise. Néanmoins, il revient à Pôle emploi, il revient à l'État de préparer et de savoir aussi anticiper quels seront finalement les besoins de demain. Et là, je pense qu'on voit bien qu'on est encore dans un très gros décalage. Espérons qu'effectivement les différentes initiatives qui sont prises, comme celles qui viennent d'être citées, nous aident à trouver plus facilement nos collaborateurs. Quoi qu'il en soit, l'industrie est en pleine mutation et je vais le dire pour les jeunes qui sont là, il y a des opportunités extraordinaires et l'image de on commence sa carrière à un poste, on la finit au même poste, c'est complètement suranné. Complètement suranné. Aujourd'hui,
il y a des métiers à découvrir tous les 6 mois. Et dans votre entreprise, vous avez des exemples de parcours comme ça, de salariés qui ont évolué Bien sûr, on a des jeunes apprentis qui rentrent, à qui on apprend les gestes de la mécanique de base et qui, au bout de 2 ans, se retrouvent à piloter des machines à commande numérique avec toutes les formations intermédiaires nécessaires à ce genre d'opération. On a des jeunes qui nous font découvrir à nous, industriels, qui nous mettent un pied dans ces nouvelles technologies, parce qu'ils sont finalement plus en veille que nous, in fine. Et dans les PME, c'est ça, hein. De toute façon, c'est la force d'une équipe, c'est la force d'une entreprise, mais les jeunes nous font aller de l'avant. Donc il y a plein d'exemples très positifs. Merci beaucoup. Et alors, chez Schlumberger, qui est un groupe international avec des implantations dans le monde entier, est-ce qu'il y a aussi cette culture de l'évolution? C'est vrai qu'on dit parfois en France qu'on est un peu obsédé par le diplôme et que toute l'ascension sociale se jouerait à l'école en fonction de son diplôme de sortie, alors qu'il y a des pays où on considère que l'ascension sociale, elle se joue par le travail, qu'on a des parcours d'ascension par le travail et la formation continue. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans l'industrie et notamment dans votre entreprise? Alors, c'est vrai que la particularité des grands groupes, c'est l'accès à l'international. Schlumberger opère dans plus de 100 pays et comportons toutes les nationalités que vous pouvez imaginer dans notre entreprise. Et j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup d'endroits et de rencontrer des gens venant de formations complètement diverses et variées, et des formations exactement identiques, mais dans des pays différents. Et ma conclusion, c'est que le talent n'est pas l'exclusivité de certaines grandes écoles, même pas françaises, parisiennes, on pourrait presque dire. C'est pas du tout le cas. Donc, vous me demandiez si est-ce qu'on est coincé si on ne sort pas de ces grandes écoles, ces diplômes? Absolument pas. Une société comme la nôtre a toujours fonctionné sur le mérite. Donc l'avancement n'est pas lié au diplôme, est lié à ce qu'on fait. Et ça demande, je voudrais juste rejoindre la partie d'adaptation, ça demande de pouvoir s'adapter au changement. L'entreprise, comme le monde, est une entité qui change énormément et la survie de l'entreprise, elle est liée à l'humain derrière et sa capacité de s'adapter au changement. Donc, pour revenir aux formations, on a toujours, le monde de l'entreprise a toujours formé ses employés parce que les technologies changent. On voit bien ce qu'on achète aujourd'hui, on parlait de produits, ce qu'on achète aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'on achetait il y a 10 ans et sûrement pas à ce qu'on achetait il y a 20 ou 30 ans. Donc, les matériaux ont changé, les techniques ont changé et l'entreprise a su adapter ses outils de production et ses hommes à ces changements. La grosse différence maintenant, c'est que ça change de plus en plus vite. Et donc, il faut mettre le turbo pour s'adapter. C'est vrai que l'entreprise n'a pas le choix. Commencez à réfléchir aux questions parce que je vous donne la parole juste après. Je voulais dire, il est évident que l'entreprise n'a pas le choix. Elle doit s'adapter au marché et elle doit adapter sa main-d'œuvre au marché. Donc c'est vrai qu'on doit, même si on ne sait pas si on a les bonnes compétences de formation, on se doit de tirer tout le monde vers le haut. Allez-y, et puis ensuite la parole à la salle. Je vais rebondir sur la formation. On a parlé de la formation permanente, de la formation initiale, la formation des demandeurs d'emploi. Dans le secteur industriel, c'est 72 000 personnes qui ont été formées, demandeurs d'emploi donc, sur l'année qui vient de s'écouler au plan national. Les résultats en termes de classement, c'est 61% des personnes qui sont formées dans le secteur industriel retrouvent un emploi 6 mois après. Quand on fait le point 6 mois après la formation, 6 sur 10 sont en emploi. Et plus de la moitié, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, sont en CDI. Donc il y a des résultats, malgré tout, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'effectivement, ça va très vite. Les métiers évoluent, les métiers nouveaux émergent. Moi, je suis éberlué, je lisais un article ce matin dans le train. Il
il y a des métiers dont les noms ne me parlent absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut commencer à creuser un peu pour voir ce que ce métier, ce à quoi il renvoie. Donc voilà, ça évolue énormément et pour ça, on a besoin de moyens, oui, et on n'en a jamais eu autant sur la formation. Le gouvernement vient de lancer en début d'année le plan d'investissement dans les compétences. Vous avez entendu comme moi, alors vous n'avez peut-être pas retenu le chiffre, mais c'est 11 milliards d'euros qui ont été mobilisés sur la formation. Donc des moyens, on n'en manque pas. Maintenant, il y a un autre acteur et des autres acteurs dont on ne parle pas. On a parlé des entreprises, on parle de Pôle emploi, l'éducation nationale, mais il y a les organismes de formation. Les organismes de formation, c'est bien ceux qui vont opérer pour accompagner, et nous travaillons avec eux tous les jours. Il y a une vraie remise en question, une remise en cause de la part des organismes de formation. Les organismes de formation doivent préparer aujourd'hui, et c'est ce qu'ils font, de plus en plus des formations modulaires, courtes, qui peuvent accompagner et prendre la personne là où elle en est, au moment où elle est accompagnée en formation. On ne refait pas la formation depuis le départ. Ces formations très longues, on n'a plus le temps d'attendre. Et de toute façon, on a affaire à des générations, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas envie d'attendre 1 an et demi, 2 ans pour obtenir les bonnes qualifications, les bonnes certifications pour entrer dans l'entreprise. On entre dans l'entreprise beaucoup plus vite, l'entreprise prend le relais, mais les organismes de formation sont en train aussi de bouger et il y a un enjeu vraiment très très fort à ce niveau-là. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que ce que vous avez entendu vous donne envie de rejoindre le secteur de l'industrie? Ou alors quels sont au contraire les freins qui restent malgré tout ce qui a été dit? Alors, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Abraham, j'ai 21 ans. Je suis en mission locale dans le cadre de la garantie jeune. Je suis en mission locale dans le cadre de la garantie jeune. Et en fait, moi, j'ai suivi un bac scientifique technologique en industrie du développement durable pour ensuite faire un BTS en conception industrielle. Mais par contre, ça m'a vraiment freiné parce que, en gros, on m'a dit, je fais 2 ans d'études pour faire juste un métier précis. En gros, toute ma vie, ça ne va pas évoluer. Et en gros, ça, on ne nous le dit pas, en gros, à nous les jeunes, que l'industrie évolue. On se dit, on va faire fraiseur toute notre vie et franchement, ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. D'accord. Alors, sur le côté pratique de l'industrie, elle évolue à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Les innovations sont quotidiennes. Ça veut dire que les métiers de l'industrie évoluent aussi vite que ça. Ça veut dire que vous allez rentrer avec une formation dans une entreprise et un savoir-faire. 5 ans plus tard, vous en aurez découvert 3 autres. Donc l'industrie, pour ça, aujourd'hui, est moteur de la croissance. Et cette croissance est basée justement sur cette multiplication des métiers et sur ces évolutions. Donc je pense que vous avez fait un très bon choix. merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques de la salle? Alors moi, il y a une question ici. Bonjour, oui, j'ai une question pour Monsieur Monsieur Carteron, donc de Schlumberger. On parle beaucoup effectivement en ce moment d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de hackathons qui sont organisés sur ce sujet-là et sur d'autres. D'une manière générale, quelle est justement votre vision à vous et peut-être à d'autres personnes de l'Assemblée de l'intégration de cette nouvelle technologie qui est d'actualité d'un point de vue industriel? Merci pour cette question. Schlumberger a investi beaucoup durant les 4-5 dernières années sur toute la partie digitale. Je vais vous interrompre juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez dire ce que fait Schlumberger en fait? Parce que je ne suis pas sûr que dans la salle tout le monde connaisse Alors, vos métiers. Schlumberger, c'est une société qui développe et produit des technologies pour l'industrie pétrolière. Donc c'est ça au sens large la société. L'intelligence artificielle, on vient juste d'annoncer la création d'un laboratoire d'intelligence artificielle sur le site de Clamart. Et
il y a deux choses intéressantes ici. C'est que Schlumberger est plus multinational que vous pourriez trouver, et ça a été décidé de le faire en France, et ça a été décidé de le faire sur un site industriel. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose à faire, d'associer l'industrie et l'intelligence artificielle, et comparé à d'autres grands groupes que je nommerai pas, qui font de l'intelligence artificielle pour plein de choses qu'on connaît. Mais nous sommes convaincus qu'il y a énormément à faire au niveau industriel avec l'intelligence artificielle. Allez-y. En complément sur l'intelligence artificielle pour Pôle emploi et donc le digital, ce sont des applications qu'on a pu proposer et qu'on développe depuis maintenant 2014 lorsqu'on a pris ce virage digital, des applications qui sont disponibles 24/24 et qui vous permettent de trouver dans un portail notamment qui s'appelle Emploi Store à peu près 300 applications qui peuvent vous aider si vous recherchez une formation, si vous vous intéressez à un métier, si vous souhaitez vous préparer à un entretien. D'ailleurs, c'est un succès cette application. C'est un entretien virtuel. Donc, vous êtes en capacité de vous préparer à un entretien autant de fois que vous voulez et vous avez les résultats qui sont donc anonymisés, enfin qui vous sont propres. L'intelligence artificielle chez nous, c'est aussi le développement. Là, actuellement, je l'ai testé dans ma région il y a 3 mois. Avec la réalité virtuelle, on est en capacité de faire tester un métier n'importe où, dans nos locaux. Aujourd'hui, on l'a fait sur le métier d'employé libre-service. Concrètement, le demandeur d'emploi met le casque. Il se retrouve en situation de devoir réaliser, on parlait tout à l'heure de la méthode de recrutement par simulation, mais là c'est encore plus puissant, parce que vous êtes au milieu d'une pièce et vous êtes en fait dans le magasin d'un industriel et vous devez réaliser les gestes, etc. Et on peut donc proposer, et on pourra le faire sur de plus en plus de métiers. Ça, c'est un exemple très concret de ce que l'intelligence artificielle et le digital peut apporter aux entreprises, mais aussi à Pôle emploi qui les aide à recruter. Merci. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, alors que ça paraît évident quand on parle d'embauche et de formation, c'est le mot d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour le développer dans nos entreprises? Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous avez des apprentis? Et est-ce que c'est une recette à laquelle vous croyez? Oui, bien sûr, on a des apprentis. Alors, pour le développer, je dirais, nous on est au bout du chemin. On va prendre des apprentis si l'apprentissage a été jugé positif par les jeunes et par les étudiants. Il est certain que l'apprentissage a cette faculté de permettre à l'entreprise de former des jeunes à son métier et à son besoin propre. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que ça fait partie également du rôle de l'entreprise que de faire découvrir à ces parfois très jeunes, parce que l'apprentissage peut commencer tôt, ce qu'est en l'occurrence l'industrie. Ensuite, l'apprentissage met le pied à l'étrier à tous ces jeunes et je pense que ça, c'est le plus important. Merci. Alors, on doit finir très vite, donc je vous laisse dire une précision. Après, moi, j'aurais une question qui n'a pas du tout été évoquée. Peut-être un des freins, c'est la question de la rémunération aussi. Est-ce que l'industrie, ça paye bien ou pas? Alors, aujourd'hui, l'industrie est un des milieux qui paye le mieux, oui. Si je devais dire aux jeunes, je ne pense pas que la motivation doit être l'argent au départ, mais c'est important. Et aujourd'hui, l'industrie paye bien, il faut le savoir. En 2 secondes, je confirme, l'industrie paye bien et paye en général beaucoup plus que les autres secteurs. Et deuxièmement, on parlait d'apprentissage. J'invite ceux qui sont intéressés par l'apprentissage, parce que c'est vraiment le très très bon vecteur et certainement l'un des meilleurs pour rejoindre une entreprise de l'industrie, d'aller sur une application qui s'appelle La Bonne Alternance. Vous avez là la possibilité de trouver les entreprises qui recrutent en apprentissage régulièrement et vous pouvez donc prendre contact directement avec elles. La Bonne Alternance. Juste l'apprentissage dans la métallurgie, c'est 85% de taux d'insertion. Et avec certains diplômes, c'est plus de 90. C'est-à-dire que c'est et dans les écoles d'ingé ou même au niveau BTS,
celui qui est apprenti a souvent un job pendant sa formation assuré à la sortie. Alors, on va finir par le mot de la fin. S'il y avait un mot pour convaincre un jeune de venir travailler dans l'usine, quel serait ce mot pour vous? Vraiment un mot. C'est un mot, c'est go. C'est deux, c'est allez-y. Bon voilà, non mais je pense que tout le monde a compris que l'industrie recrute en masse, paye bien, recrute en CDI. Bon voilà, et vous avez compris que Pôle emploi en était motivé. On est 54 000 et je pense que mes voisins vont dire la même chose. Oui, c'est bien résumé. Et en plus, il y a une multitude de métiers. Donc pour reprendre le sujet de tout à l'heure, il y a vraiment des quantités de choses à découvrir dans l'industrie. Venez dans l'industrie. L'industrie, c'est notre avenir. Lieu de vie. Bon, ben, un très grand merci. Vous avez vu, il y a des offres d'emploi, il y a des perspectives, et puis il y a de la passion aussi. Donc, merci beaucoup.